d'alerte, comme je l'entends dire, c'est pas une agence d'appel qui va faire des expertises sur l'expertise, c'est pas ça du tout. Ce sera quelque chose d'assez simple, dont la mission sera effectivement de vérifier les conflits d'intérêts, de dire effectivement les règles principales de déontologie, de veiller à ce que dans chaque lieu de production de connaissances, qu'il s'agisse d'organismes publics, mais aussi d'organismes privés, on ait effectivement un comité d'alerte et d'expertise pour traiter sous le regard de la haute autorité les conflits, et ça, ce système-là évitera de gérer les questions par la crise. C'est-à-dire une fois que les victimes sont là, une fois que les lanceurs d'alerte sont éventuellement sanctionnés, placardisés ou leur crédit de recherche coupé, eh bien on traitera les problèmes beaucoup plus en amont. C'est ça le dispositif, et c'est un dispositif qui est très simple finalement à mettre en œuvre, à condition qu'on ait la volonté politique de le faire. Mais l'argument économique que ça va coûter cher est un argument totalement absurde. Totalement absurde. Alors, il y a plusieurs questions. Allez-y, là-bas. C'était juste une remarque. Je m'étonne que vous vous étonniez, parce qu'en fait, les décisions que vous demandez sont des décisions qui sont pour une gestion à long terme des événements. Or, tous les gouvernements n'ont que des durées de vie extrêmement courtes, et ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui sera à charge de gouvernements qui viendront ensuite. Et eux, ils ne gèrent qu'une population d'électeurs, ils la gèrent heure par heure, jour par jour. Un lanceur d'alerte, c'est une épine dans le pied, et ils préfèrent ne pas l'avoir et la laisser à leurs voisins 15, 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, comme dans le cas de l'amiante, ce qui est un scandale pour tous les politiques qui se sont succédés à des postes clés. Justement, l'exemple que vous citez sur l'amiante, dans le dernier événement, Martine Aubry, mis en examen, bon voilà, tout ça devrait servir de leçon. Hein. Et donc, il faut en tirer Donc, non, mais je pense qu'effectivement, ça c'est une vision à court terme. Gouverner, c'est prévoir. Je veux dire, la responsabilité que nous avons vis-à-vis, que les responsables politiques ont vis-à-vis des générations futures, c'est aussi l'enjeu. Et ça, aujourd'hui, l'opinion publique l'a compris, et c'est ce qui permet effectivement que les responsables politiques soient en capacité de le comprendre. Je pense que il y a une évolution importante dans ce sens, et je pense qu'on doit aujourd'hui, on n'est pas du tout pessimiste sur l'issue de ce conflit et de celui-ci. Au contraire, il y a une prise de conscience qui se fait parce que l'opinion politique, l'opinion publique est de plus en plus consciente. On avait eu effectivement la décision, je cite toujours l'affaire de Bispénum parce qu'elle est emblématique de ce point de vue-là. À partir du moment où l'opinion a été sensibilisée à la question des biberons, la décision a été prise très rapidement. Et l'importance, là aussi, on aurait pu dire, on attend effectivement des décennies encore avant de décider. Donc je crois qu'on est aujourd'hui dans cette situation. Oui, alors moi je parle en tant que politique, là. Ça fait quand même depuis un certain nombre d'années. C'est quoi le boulot d'un politique? C'est de mettre en place des structures qui, quelles que soient les idéologies politiques, restent et, comment dire, protègent l'intérêt public. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quand on se bagarre sur les lanceurs d'alerte, quand on se bagarre sur la haute autorité, quand on se bagarre sur les conflits d'intérêts, quand on dit il est anormal que les garanties, que je connais depuis 18 ans, hein, dû au syndrome de la guerre du Golfe, je me dis pourquoi, et nous, notre rôle, en dehors des 5 ans, c'est de mettre en place ces outils. C'est ça le rôle des politiques. Alors quand vous me dites, oui mais ça vous savez, oui mais les outils qui ont été mis en place n'ont pas été assez structurés pour justement faire monter toutes ces alertes et faire en sorte à ce que ces recherches soient possibles. Donc si les outils et les stress tests de la directive sur le plan européen, l'idéologie elle est secondaire sur le plan européen, sauf que c'est l'Europe business quand même, hein. Mais quand on met en place les directives, c'est quand même des outils qui doivent harmoniser les politiques européennes. Donc vous voyez ça. Alors après, tout dépend qui est rapporteur et quelle est la majorité dont on dispose, mais c'est de mettre en place des outils. Oui, je suis Régis Pluchet du mensuel Alternative Santé qui a disparu l'année dernière, mensuel dans lequel j'ai plusieurs fois alerté sur ce problème de la myofascite à macrophage. Et je voudrais insister sur ce problème des conflits d'intérêts en rappelant un petit événement
qui concernait justement la myofascite à macrophage. C'est dans je me souviens bien de l'année, en 2005, il y a eu une étude qui avait été initiée d'abord par l'INBS et ensuite par l'AFSAPS, étude dont les résultats étaient gardés sous le coude par l'AFSAPS et dont j'avais obtenu les résultats, je ne sais plus comment, je ne peux pas le savoir d'ailleurs, les résultats qu'on avait publiés 8 jours après qu'on les ait publiés. L'INPS réunissait une commission d'expertise qui aboutissait à conclure que les résultats étaient le contraire de ceux qui étaient affirmés dans l'étude. Et il y a eu une conférence de presse pour dire donc que ces résultats ne valaient rien. Laquelle conférence de presse on a mis un petit peu en cause les experts qui s'étaient réunis pour prendre cette décision très rapidement. Et 8 jours après, j'ai été reçu avec le journaliste du Parisien dans les bureaux du directeur de l'AFSAPS, donc à l'époque ça devait être M. Marabert, qui nous avec qui on a parlé de cette histoire de conflit d'intérêts. On lui a demandé si les règles qui président au conflit d'intérêts avaient été respectées, et il avait reconnu implicitement que ces règles n'avaient pas été respectées, et notamment on avait mis en cause un expert qui avait participé aux décisions alors qu'il n'aurait pas dû. Il avait le droit d'être là à titre peut-être consultatif et encore, mais en tout cas c'est sûrement pas voté. Et il nous avait répondu « Ah mais oui, mais c'est quand même quelqu'un dont on a besoin parce que c'est le seul spécialiste, etc. » Quelle est votre question? Non, c'était juste un petit témoignage. Voilà. Je pense que vous avez tout dit sur le conflit d'intérêts. La dame, là, je peux lui Donc, je parle comme ça. Je suis secrétaire général du REVAB, le réseau de l'étude des vaccins hépatite B. Je le représente donc. Je voulais rappeler que le REVAB, fondé en 1997, a réalisé 72% de la pharmacovigilance sur les suites du vaccin hépatite B. On a parlé du coût de H1N1 tout à l'heure. Le coût de la vaccination hépatite B a été colossal, à la fois au moment de la vaccination elle-même et par les suites de tous ces malades qui sont extrêmement nombreux. Vous pourrez donc aller sur le site du REVAB, R-E-V-A-H-B, pour voir tout cela. Je voulais préciser autre chose. Il y a les maladies neurologiques, il y a les maladies hématologiques, il y a toutes sortes de maladies, y compris bien entendu la myofascite. Je voudrais dire que je suis un petit peu désolée qu'en France, on ne travaille pas sur la maladie qui a fait mourir mon mari, qui est une maladie terrible, qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. Nous avons encore rencontré, le REVAB a encore rencontré à peu près au mois d'avril, le professeur Emmanuel Hirsch, qui était il n'est plus depuis quelque temps, mais il est toujours au conseil d'administration, de l'ARSLA, l'Association pour la recherche sur la SLA. Ça fait donc plus de 15 ans qu'on demande qu'une recherche soit faite sur les causes de la SLA, et notamment sur l'aluminium. Or, tout ce qui nous a été dit jusqu'à présent, c'est que, par exemple, les histoires de l'île de Guam, c'était de la foutaise, que l'aluminium n'avait jamais provoqué quoi que ce soit de dangereux. Et ce que je voudrais dire, c'est les difficultés que nous avons justement sur ce plan-là, notamment avec l'équipe, je ne voudrais pas citer de nom, de la Salpêtrière, où un professeur spécialiste mondial de la SLA a des conflits d'intérêts très sérieux avec Sanofi, Pasteur Mérieux, puisqu'il fabrique le Rilutek, enfin il a inventé le Rilutek que fabrique Sanofi. Bon, ce monsieur, grand patron, a refusé le vaccin hépatite B pour lui-même, puisqu'il disait c'est trop dangereux. Mais il a reconnu devant le juge d'instruction, et j'étais là, avec mon avocate et une autre famille,
il a reconnu qu'il n'avait cependant pas jugé bon de signaler les cas. Il y a là quand même une contradiction bizarre. Et même quand nous avons demandé à ce que